sur le retour de l'inflation, c'est la grande question des banquiers centraux aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les banquiers centraux attendent une reprise de l'inflation qui n'arrive pas. C'est la particularité du cycle actuel, c'est que le cycle, notamment aux États-Unis, est très long maintenant. Il a démarré au deuxième trimestre 2009. Normalement, on aurait dû voir des pressions inflationnistes plus marquées, ce qui aurait incité la Banque centrale à être beaucoup plus réactive dans la gestion de sa politique monétaire. Ça n'a pas été le cas. L'inflation est partout toujours inférieure à l'objectif des banques centrales. Donc ça pose un problème de régulation de la politique monétaire. On voit bien que du côté de la Banque centrale européenne, personne n'est pressé de changer de stratégie. Et on voit bien qu'aux États-Unis, eh bien, la Federal Reserve a évolué de façon très lente et très prévisible dans la gestion de sa politique monétaire. Donc, si on regarde ces éléments, pour l'instant, pas de reprise de l'inflation parce qu'on n'a pas de pression salariale. Le mode de formation des salaires a changé, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et on n'a pas ce qu'on observait par le passé. Et de ce fait-là, les banquiers centraux n'ont aucune incitation à durcir le ton trop rapidement. C'est cette logique-là qu'on observe. Alors, est-ce que cette logique-là va encore durer un bon moment? C'est la question majeure. Alors, du côté de la Banque centrale européenne, très clairement, Mario Draghi, Benoît Cœuré et les membres du Conseil de politique monétaire veulent maintenir l'idée d'une politique monétaire très accommodante très longtemps pour soutenir la croissance. Ça ne sera pas forcément le cas aux États-Unis, où l'économie est déjà au plein emploi et où on a vu, depuis le début de l'année, se mettre en place une politique budgétaire extrêmement volontariste, avec des augmentations de dépenses, des réductions de fiscalité, et tout cela va dynamiser la demande intérieure, et dans une économie qui est déjà au plein emploi. Donc il va y avoir des déséquilibres, et probablement que la Banque centrale américaine va être obligée de, elle, changer de stratégie, avoir une stratégie beaucoup plus volontariste et beaucoup plus restrictive que ce qu'elle avait jusqu'à présent. Donc on va avoir dans les mois qui viennent toujours assez peu d'inflation, mais des stratégies monétaires très différentes entre la Banque centrale européenne et la Federal Reserve, mais personne, aucun investisseur n'imagine pour l'instant qu'il y aura beaucoup d'inflation dans le futur. Donc les taux longs vont rester relativement bas, et ce qu'on va voir aux États-Unis, c'est que la partie courte va remonter, alors qu'en Europe, elle restera très faible. C'est une grande question aujourd'hui, la question européenne, notamment après les élections italiennes qui ont vu la montée du populisme, d'un populisme très fort. On voit aussi, on a des interrogations aussi en Allemagne, on a eu des interrogations l'année dernière en France, et on voit bien que la question européenne est majeure. Alors, Emmanuel Macron a fait un certain nombre de propositions quand il est arrivé à l'Élysée. Angela Merkel était plutôt favorable à ces changements. La situation de la chancelière allemande s'est fragilisée avec les élections du 24 septembre. On est aujourd'hui sur une coalition, mais qui est un petit peu fragile. Donc là, il y a une vraie question. Ce qui est souhaitable de faire, il y a plusieurs éléments. Il y a toute une série d'institutions qui ont été mises en place. Je pense notamment à l'union bancaire, je pense à l'union des marchés de capitaux. L'idée très, très simple, c'est de créer des institutions qui permettent d'amortir les chocs d'un pays à l'autre. De pouvoir acheter une maison, par exemple, en France, avec un crédit fait sur une banque allemande, pour que tout ne soit pas concentré. Donc ça, sont des points qui sont très travaillés aujourd'hui par la Banque centrale, par la Commission européenne, pour que dès qu'il y a un choc, ce ne soit pas simplement l'État qui amortisse les chocs, mais qu'il y ait des mécanismes permettant de le faire. Après, il y a d'autres questions sur lesquelles il y a beaucoup plus de discussions. Est-ce qu'on doit avoir un budget européen, et quel type de budget européen? Est-ce que c'est un budget qui doit être de taille importante pour pouvoir avoir une incidence sur la situation en Espagne, en Italie ou ailleurs, comme un vrai budget national? Ou est-ce que le budget doit rester petit
Et est-ce qu'on doit développer à ce moment-là une institution qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité, dont l'objectif est de jouer un peu le rôle du FMI au sein de la zone euro. Voilà, ça fait partie des discussions, des points qui ne sont pas encore validés et qui, dans les rapports entre la France et l'Allemagne, vont être très importants. Après, il y a d'autres questions, un peu mineures, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il faut un ministre des Finances en Europe ? Ça, c'est une proposition qu'avait fait Emmanuel Macron, sur lesquelles chacun s'interroge. Est-ce qu'on doit mettre en place des obligations européennes, que chaque pays, qui ait une sorte d'eurobonds, qui permettent de mutualiser les risques au sein de la zone euro? C'est ça, en fait, la vraie question. La vraie question, c'est comment faire pour que on puisse mutualiser les risques et que si on a un choc comme on a eu en 2011-2012, eh bien, ce choc ne crée pas une crispation et ne génère pas une situation où on s'interroge sur la viabilité de la zone euro. Donc tous ces mécanismes que j'ai évoqués doivent permettre d'amortir les chocs, de les dissiper progressivement, mais encore faut-il qu'on les mette en place. Certains sont déjà en place, l'union bancaire, etc., mais il faut encore les développer pour qu'on ait une zone euro qui soit viable dans la durée. C'est ça le véritable enjeu de ces changements, de ces réformes à mettre en œuvre.